émetteurs ne sont pas les limites pour l'instant, il n'y a pas de... Peut-être au niveau du mécanisme de formation par exemple, du système solaire, donc c'est tout près, donc on sait plus de détails. Du coup, est-ce que ça, ce qu'on observe, est-ce que ça conforte en fait Oui, plutôt le scénario core equation, c'est ça? Et puis la formation de planètes rocheuses dans un certain domaine. Oui, c'est même, disons, c'est même un peu lui qui était à l'origine du scénario core equation parce que ça collait bien. Quand on avait des planètes telluriques au centre, à la partie la plus centrale, des planètes gazeuses, et ça marche assez bien avec, disons, l'explication un peu simple que je vous ai donnée. C'est plutôt quand on a découvert des planètes géantes très près de leur étoile, on va dire, ah, mais ça ne marche pas du tout. Bon, et c'est là où les théoriciens ont réfléchi. En fait, certains l'avaient déjà proposé, mais c'était passé inaperçu. Il y a eu ce phénomène de migration, une interaction. Finalement, une planète géante est formée, mais le disque existe encore, le disque de gaz et de poussière, et par, on va dire, pour simplifier, par freinage, elle peut se rapprocher beaucoup de l'étoile. Et ça, je ne suis pas un spécialiste, mais voilà. Donc, oui, le système solaire, oui, il marche très bien avec le scénario core equation. Je dirais que c'est un peu lui à l'origine au départ. Voilà. Mais quand on dit qu'il marche bien, c'est aussi que les gens ont fait des calculs, surtout des constantes de temps. C'est les constantes de temps qui étaient importantes pour, disons, renforcer ce scénario, dire oui, les choses peuvent se passer effectivement quelques millions d'années pour donc, cette condensation des noyaux, cette formation des noyaux. Et ça, c'est un peu théorique. C'était avant qu'on découvre finalement des planètes comme Beta Pictoris B qui effectivement s'est bien formé au bout de disons, une dizaine de millions d'années. Ça colle assez bien. Je vais revenir à la méthode des transits. Ouais. Ce que je voudrais savoir, c'est comment vous faites la différence, ou différencier un véritable transit d'une planète devant l'étoile et un star spot sur l'étoile. Oui, bonne question. Il y a beaucoup d'autres phénomènes qui ressemblent à des transits. Et en fait, je veux dire, dans Corot, j'ai travaillé sur le projet Corot pendant 15 ans, on ne s'attendait pas vraiment à ça, puis certains collègues nous ont alertés, nous attention, il va y avoir aussi, alors je vais revenir sur les tâches, il y a aussi simplement les étoiles binaires rasantes. Donc deux étoiles qui se croisent, on va dire, mais à peine en étant juste rasantes. C'est-à-dire une toute petite diminution d'éclat qui ressemble finalement à ce que produit une planète. Et en fait, c'était de loin la majorité des événements qu'on a détectés. Quand on a détecté plein de planètes, d'étoiles binaires rasantes, et alors on dit, ah super, on a trouvé une planète, bah non, tout de suite après, vérification du sol, et ça marchait pas. Donc c'était la majorité. Alors pour ce qui est des tâches, alors en fait, c'est-à-dire la périodicité, on ne va pas retrouver la périodicité bien régulière. Hein. On est d'accord que si on détecte qu'une seule baisse de luminosité de l'étoile, on ne dit pas qu'on a découvert une planète. Si on a découvert deux, non plus. On attend le troisième à la même durée, la même période. Et là, on commence à dire, on a un bon candidat. C'est là où on se dit, dans beaucoup de cas, c'est en fait des étoiles. Le star spot, voilà, le star spot, lui aussi, il a une périodicité, mais qu'on va vraiment repérer. Et puis aussi, on corrèle ça à l'activité stellaire, parce que c'est un gros problème pour les transits, justement. Alors, Corot 7b, qui est autour de l'étoile Corot 7, c'est une étoile très active. Et ça nous a posé pas mal de problèmes, parce qu'effectivement, elle fluctue à cause des tâches. Donc, c'est un vrai problème. On arrive justement, il y a des indices d'activité ici. Alors, on utilise toutes ces informations. On commence aussi à parler d'exolunes. Alors, je ne sais pas si tu as vu quelque chose récemment. Ah oui, on a vu quelque chose sorti ou pas? Parce que je sais que c'est une recherche. Non, mais je n'ai pas vu sur la... On devrait... C'est pas vu. Oui. Ah, j'ai raté ça. Alors là, je suis honteux, mais j'ai raté ça. Parce que, effectivement, on est sûr d'avoir les performances en principe de l'exolune, c'est juste à la limite. Hein. Mais avec un jeune collègue, on a cherché ça sur des données claires, etc. Mais justement, jusqu'ici, alors, je viens d'apprendre qu'il en aurait eu une découverte, mais on n'en est pas trouvé. C'était presque un peu choquant, mais étonnant.
Alors si on a vu, je regarde la J'ai l'impression que c'était quelque chose qui parlait d'exolune et qui peut-être qu'il les cherchait ou il pensait en avoir trouvé. Je pense qu'il y a un trouvé, je ne sais pas tellement encore, mais bon. c'est quelque chose qui devait qui ressortait en termes de découverte. Il me semble. D'accord. À vérifier. Mais on en a parlé. En tout cas, si on en a découvert, c'est peut-être tout seul pour l'instant, mais c'est une recherche aussi active. Non, il faut s'attendre à quoi comme sensibilité? Il faut avoir quoi comme Alors, en fait, l'exolune, on peut la détecter par une méthode astucieuse, c'est dans les transits. Dans les transits, j'ai dit, on attend des phénomènes très périodiques. Oui, mais s'il y a une lune, ben, la planète, elle va être un petit peu en avance ou un petit peu en retard. D'accord. Et donc, c'est ce petit décalage qu'on appelle les TTV, Time Transit Variation, qui peuvent indiquer qu'il y a une lune. Alors, en fait... Ça peut être l'excentricité, ça, non? Voilà, et justement, en fait, on a plutôt découvert d'autres planètes par ces variations, parce qu'il y a d'autres étoiles qui ont dû... L'excentricité, on y remonte, on n'a pas trop de problèmes. Mais on y arrive. Mais c'est plutôt des autres planètes qui vont induire des perturbations, simplement. Et ça, en fait, beaucoup de planètes découvertes par Kepler, quelques planètes découvertes par Kepler, ont été par cette méthode des TTV, des Time Transit Variation. Voilà. On espérait découvrir des lunes aussi par cette méthode, et que je sache, Est-ce qu'on va se concentrer sur, après cette population, ce recensement et toutes ces découvertes, est-ce qu'on va se concentrer sur un type d'exoplanète bien précise dans le futur, ou bien on va prendre ce qui apparaît... Non, parce que c'est clair que les gens vont se concentrer de plus en plus sur les plus petites planètes. Les planètes géantes, c'est aussi une population vraiment intéressante, mais oui, c'est plus les plus petites planètes, parce que là, quand même, on espère avoir des choses sur la composition directe. Est-ce qu'il y a des planètes de fer pures, des planètes de silicate, est-ce que c'est les plus courantes ou pas? Les planètes géantes, on verra de l'hydrogène et de l'hélium, ça on en est sûr, mais pas tellement plus. On pourrait avoir des systèmes avec 20 planètes sur un système. Pourquoi pas? Kepler, je crois que c'est 9, il me semble, le maximum pour l'instant. Oui. Mais on pourrait voir la taille d'étoile. Voilà, on peut imaginer ça. Mais enfin bon, c'est vrai que les recherches se concentrent dans l'émission dont j'ai parlé, c'est plutôt vers les plus petites. C'est-à-dire que, toujours dans le même ordre d'esprit, il y a des recherches un peu similaires un peu aussi par rapport à... C'est vraiment ça qu'il y a derrière. Les planètes de la zone habitable et un jour de les caractériser. D'accord. Il y avait une courbe qui montrait la densité des planètes, et puis on voyait deux populations en fait. Densité. La densité. Ouais. Il y avait une Juste population après, voilà, c'est là. En fait, ça intrigue la population en fer. C'est moi, hein. J'ai poussé. Donc c'est moi qui ai fait pas. Non, en fait, j'ai fait une analyse. Bon, c'est un papier que j'avais présenté dans une conférence. C'est pas publié, mais j'ai fait une analyse avec des méthodes, disons, statistiques. Alors, je ne sais plus l'analyse en composante pas principale, en composante dépendante, et qui me faisait sortir un peu, si vous voulez, ces trois types de populations. D'accord. Qui sont assez nettes quand même ici, et puis voir si derrière il y avait une réalité physique. Mais voilà, c'est tout. Hein. Donc là, il y a une droite qui passe, enfin la droite, c'est la droite tout bêtement. Ça c'est rho R3, c'est ça? Comment? Ça c'est masse égale rho R3, 4 pi R3. Non, c'est la droite de régression. La droite de régression sur ces points en log, hein. Et puis il y a aussi droite de régression, mais vous voyez, il y a une population, cette méthode statistique semble identifier une population ici. Est-ce qu'elle est réelle ou pas? Voilà, la question que j'avais, ou plutôt une remarque, je ne sais pas. C'était en fait l'hypothèse de la densité qui était due à une planète faite complètement de fer. Oui. Vraiment exotique, j'imagine. Oui. Donc est-ce qu'en fait, une étude sur la métallicité de l'étoile pourrait indiquer si une étoile vraiment... Probablement, ils ont trouvé une étoile vraiment qui correspondait à ça. Les gens ne prétendent pas, parce qu'il n'y a pas de barre d'erreur là-dessus, les barres d'erreur, ça peut être d'accord sur les masses, notamment, là, elles sont vraiment grandes. Et une telle planète serait autour d'une étoile de sa métallicité, c'est sûr qu'il y aura un sacré problème. Donc on n'en est pas vraiment encore là pour l'instant. Et surtout,
Parce que, on va dire, ce qu'on veut surtout améliorer, ce qui n'est pas représenté ici, c'est une erreur, c'est les incertitudes. Et là, on a des grandes incertitudes quand même. Donc, voilà, il faut se méfier. Effectivement. Sur un autre registre, j'aurais deux petites questions. C'est-à-dire là, les exoplanètes, c'est encore à la mode, bien que finalement, on fête le 20e anniversaire, donc il y a 20 ans déjà. Du point de vue instrumental, ça commence un peu, les observations commencent à se multiplier de manière exponentielle. Par exemple, les transits, maintenant, c'est presque à la portée des amateurs, etc. Que pour les planètes G. Pour les planètes G. Alors ma question un peu, c'est d'abord, est-ce que, par exemple, ce serait intéressant pour nous, par exemple, d'investir vraiment sur cet axe de recherche, d'une part, déjà du point de vue de traitement de données, etc. Et puis, d'autre part, éventuellement, du point de vue instrumental, qu'est-ce qui serait intéressant pour être un peu dans la course? Alors, traitement de données, c'est évident. Je pense qu'il y a quand même des mines de données qui existent. Kepler, vous voyez qu'il y a encore, il n'y a pas longtemps, il y a une planète Kepler qui a été découverte par un groupe de non-scientifiques, je crois que c'était des amateurs, et qui ont analysé les données parce qu'elles sont libres. Donc chacun peut le faire, et ont découvert comme ça une des planètes de Kepler. Une analyse raffinée. Voilà. Et bon, alors, ça sera vrai pour Gaïa aussi. Il y aura énormément de données venant de Gaïa. Donc, et puis, je vous ai raconté l'histoire tout à l'heure de 51 BSB. Donc, il y a des données, la plupart sont dans le domaine public. On oublie un peu ça, mais tous les observatoires maintenant imposent que les données acquises dans leur observatoire seront au bout d'un an et demi, mises dans le domaine public accessible. Alors, on clique et puis on peut récupérer les données. C'est vrai pour le West Space Telescope, pour le VLT, pour le Gemini, enfin tout ce truc. À part les Suisses peut-être. Comment? Les Suisses en général, ils ne veulent pas partager. Les Suisses sont plus particuliers. Nous, on a une collaboration avec l'Observatoire de Paris, on est en train de Mais c'est vrai, les Suisses sont un peu plus. C'est peu, ils ont créé un groupe qui s'appelle Planète S. Comment? C'est le secret bancaire qui se. Voilà, qui continue. Non, mais même, que je veux dire, les Suisses, quand ils auront acquis des données au VLT, ils seront comme tout le monde. Donc les données seront publiques. Donc là, il y a une vraie mine. Maintenant, dans le domaine instrumental, bon, c'est vrai que la compétition est rude pour arriver aux performances. On voit que ce qui va fournir des résultats nouveaux, ça va quand même, il me semble, être les humanistes du Manu dans l'espace. Bon, ça plutôt du côté des petites planètes. Bon, maintenant, quand même, pour une statistique vraiment poussée des planètes géantes, notamment, et moyennes, on va dire, Uranus, c'est un petit peu limite. Enfin, oui, il y a la place, il y a plein de projets au sol qui se développent. Les Suisses, notamment, ont créé encore eux aussi un projet de ce côté-là. Voilà, dans les autres domaines, c'est vrai que pour les vitesses radiales, il va falloir des grands télescopes, il va falloir des instruments sophistiqués. Qu'est-ce que j'ai à proposer? Alors, les médecines, les méthodes, se lancer dans un réseau de lentilles gravitationnelles, ça, il n'y a pas de problème, c'est efficace. C'est des télescopes de quelle heure généralement? Je crois qu'il y a des transcentinelles. Il suffit de suivre ensuite une étoile, et vous avez vu, c'est quand même des brillances. On ne parle pas de la photométrie à 0,1%, c'est la photométrie à 2-3%. Donc photométrie relative, par rapport aux étoiles méchantes, c'est pas une expérience tout à fait apportée. Et par rapport à ça, vous avez dit qu'on peut faire un réseau mondial, mais moi j'ai observé au M52 danois, on m'a expliqué que c'était un truc non reproductible. C'est-à-dire que le temps qu'un autre aille essaye de l'observer, l'étoile se déplace déjà. Ça dure à peu près, vous avez vu, disons, on va dire 50, 60 jours. En fait, typiquement, pour une vitesse moyenne d'une étoile dans la galaxie, c'est à peu près ça, 60 jours. Et pour le phénomène lentille de l'étoile, d'accord? Donc c'est très long quand même, d'accord? Ce qui est important, c'est de surveiller continuellement. Donc le réseau est important, donc faire partie d'un réseau,
une option pour qu'on ne rate pas le petit événement qui, lui, va durer peut-être quelques heures d'une planète. Mais alors, je ne comprends pas très bien ce qu'on vous a dit, c'est quoi? C'est-à-dire que, je veux dire, il y a le mouvement propre de l'étoile et l'alignement parfait qui fait l'événement lentille, ils disent pas, enfin, il ne va pas rester éternellement. Ah oui, il dure 60 jours et ensuite c'est fini. Bon, je n'ai pas mentionné. C'est-à-dire, on ne peut pas vérifier l'étoile. Voilà, c'est une technique, elle est bien, elle est intéressante, mais c'est fugace, quoi. C'est tout. On a dit oui, il y a une planète et c'est tout. Je ne sais plus à peu près rien de l'étoile parce que l'étoile est faible. Eh bien oui, mais on ne peut plus parce que c'est une étoile très très lointaine. Je n'ai pas précisé, mais toutes les méthodes, sauf celle-ci, en gros, on considère des étoiles qui sont vraiment dans le voisinage solaire, c'est-à-dire, on va dire, jusqu'à 200 parsecs, quelque chose comme ça. Là, c'est des étoiles qui sont plutôt à 8 kg par sec pour la source, et puis la lentille, elle est à 4 kg par sec en moyenne. Donc, c'est vraiment très très lointain. Donc, très souvent, on ne voit pas l'étoile lentille, on la mesure pas. Et on voit son effet parce qu'elle produit la lentille, on ne voit pas l'étoile. C'est l'étoile brillante, enfin brillante, souvent c'est des géantes qu'on observe sur loin. On la voit pas. Donc effectivement, on ne peut pas caractériser l'étoile, on ne peut pas revoir la planète, faire la spectroscopie dessus, etc. C'est vrai que c'est un reproche qui est fait à cette méthode, c'est que voilà, c'est une observation fugace. On en tire la masse de la planète, on espère. La distance à l'étoile à peu près, et puis on fera la peine. J'ai une petite question sur la densité des planètes géantes. Ouais. Vous avez dit que là, on a encore une difficulté à expliquer. C'est ça. Elles sont trop. Alors parce que là c'est qu'elles sont au rayon, donc elles sont trop enflées, trop grosses par rapport à ce que la théorie prédit. Je ne suis pas théoricien des intérieurs de planètes. Au début, vous avez mentionné la difficulté c'était entre une naine brune et une géante. Est-ce que c'est pas. Non, parce que souvent, vous voyez les masses. Là, regardez les masses, on est dans les masses de Jupiter. Là, c'est les masses de Jupiter qui est là. Donc, les naines brunes, donc je dis 30 masses de Jupiter, c'est plutôt ici. Donc, c'est vraiment. C'est une zone qui correspond à des Jupiter un peu plus gros, un peu plus petits. C'est justement aussi parce que, disons, les théoriciens ont assez bien modélisé quand même les naines brunes et les étoiles. Ça marche assez bien, en général. Que, disons, on est un peu surpris que pour des objets, c'est peut-être plus simple, je ne sais pas, mais en tout cas, du point de vue de la physique, ça ne marche pas pour pas mal d'entre elles. C'est même une majorité pratiquement qui sont considérées comme enflées. Mais ces étoiles, elles sont plus proches de l'étoile. Alors, certaines sont proches, justement. Alors, donc les gens disent, bon, c'est peut-être parce qu'elles sont plus irradiées par leur étoile. Mais vous voyez, les gens rajoutaient, alors, ça c'est quoi? Ça c'est une métallicité plus grande, voilà, parce que si elles sont plus métalliques, ça veut dire qu'il y a des petites poussières peut-être dans l'atmosphère, et donc ça va absorber, ça va, etc., dilater l'atmosphère. Mais voilà, en gros, c'est le maximum de ce que les théoriciens peuvent faire, c'est en irradiant l'étoile et en mettant de la métallicité, ils n'arrivent que là. Ils n'arrivent pas du tout à expliquer ça. Je ne suis pas fait des calculs, mais c'est un vrai problème. Actuellement, Il faut rajouter un peu une autre physique pour l'expliquer. Une autre physique, ou peut-être que les équations de structure interne ne sont peut-être pas exactement celles qu'il faut. Et il y a des gens maintenant qui font des calculs un peu ab initio de structure interne un peu. Disons, qui vont peut-être faire changer les choses. Une dernière question. Il y a eu il y a 3 mois peut-être un article dans le journal Le Monde qui parlait de la formation des planètes. Il disait en gros qu'ils ont trouvé que les planètes se formaient en même temps que l'étoile. Oui, ça correspondait à une découverte ou c'était plus une confirmation? Parce que c'est en gros quand même ce que je vous ai dit. Hein. Non, parce qu'avant c'était l'étoile puis les planètes. Ah En même oui, d'accord, vraiment en même temps. Mais oui, quelle phase de l'étoile aussi? Parce que l'étoile, il y a une phase proto-étoile, petite théorie, et puis ensuite, vraiment elle devient une étoile de la séquence principale. Alors, c'est difficile pour une étoile de dire
quand est-ce qu'elle est vraiment une étoile Ouais. à part entière, on va dire séquence principale, et à ce moment-là, les planètes. Bon, j'ai pas vu. C'est le temps. Je peux essayer de le retrouver. Le temps, c'est à peu près le. Mais voilà, quoi. Par exemple, je dis Beta Pictoris B, une bonne illustration qu'on a bien, en tout cas, des planètes formées, et avec des températures qui collent assez bien au modèle d'évolution qu'on attend pour une planète géante qui s'est formée il y a 10 millions d'années, et puis voilà, dans un système géant. Donc c'est assez cohérent. Après, raffinant peut-être. S'il y a plus de questions, ça, on va remercier encore une fois. Merci.